Dimitri Pavlenko. 8h42. Alors, dernier conseil des ministres du premier quinquennat ce mercredi. Tout le monde autour de la table, tous les ministres, n'auront pas forcément la tête aux affaires courantes. Vous en avez une quinzaine quand même de ministres qui vont penser sans doute plus aux législatives qui s'annoncent plutôt bien d'ailleurs pour le camp présidentiel. On va en parler. Sondage Opinionway ce matin. Emmanuel Macron conserverait une assez large majorité à l'Assemblée nationale. La gauche, elle sortirait des urnes en première force d'opposition. Alors force unie, ceci dit, c'est la question. Car derrière l'unité de façade, dans les coulisses de la NUP, la NUPS, la NUPES, la nouvelle Union populaire dominée par la France insoumise, ça tire dans tous les sens. On va en parler. On prévoit déjà d'ailleurs une trentaine de dissidences, PS notamment. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Directeur adjoint à la rédaction du Figaro, et Adrien Matou, journaliste à Marianne. Bonjour Dimitri. Bonjour Adrien. Alors Vincent, peut-être un petit mot pour avant d'entamer cette discussion, avant de se plonger dans le bain des législatives, sur ce que vient de dire Mathieu Bocoté à propos de Grenoble, où vous avez vu que le conseil municipal s'apprête à voter l'autorisation du maillot de bain islamique, ainsi que la natation seins nus, une sorte d'en même temps à la sauce Éric Piolle. Votre journal, Le Figaro, en parlait hier. En quoi est-ce révélateur peut-être des débats actuellement à gauche, cette affaire ? Je pense que l'affaire du Burkini est un des éléments qui fait la césure entre deux gauches, ce qu'on pourrait appeler la gauche Charlie et la gauche Burkini, avec en arrière-plan la question de la laïcité, et dans le projet d'Éric Piolle de mêler de vision minoritaire, il y a quelque chose qui est de toute façon voué à l'échec. C'est que depuis la note de Terra Nova de 2011 qui avait sacrifié ou congédié une partie des catégories populaires pour aller séduire les minorités, il y a toujours eu cette contradiction où on va chercher les classes urbaines branchées et les banlieues qui sont plus attachées à des formes très, très conservatrices, voire parfois fanatiques de la société. Donc on se retrouve dans ces constructions politiques qui sont efficaces pour une élection, qui fonctionnent sur la logique victimaire pour un petit temps, mais qui ne permettent pas de construire un projet de société et qui entraînera forcément, au bout d'un moment, dans le même camp des affrontements. Donc on le verra, on le voit déjà un peu. Des querelles intestines. Mais on va le voir très vite. On l'a vu avec le candidat de Vénissieux Tarbouaf, mais on va le voir à différentes reprises, puisqu'il y a des revendications qui sont absolument contraires et irréconciliables dans ce même camp. Alors parlons d'abord de ce sondage Opinionway. Un sondage étant un sondage, évidemment, c'est une photographie à l'instant T, blablabla. Enfin, vous connaissez évidemment les précautions d'usage. Mais ceci dit, c'est intéressant. Ce sondage nous dit qu'Emmanuel Macron conserverait à l'issue des législatives, les 12 et 19 juin prochains, une assez large majorité à l'Assemblée, entre 310 et 350 sièges. La gauche en sortirait première force d'opposition avec entre 135 et 165 sièges. LR et ses alliés centristes, 50-70 sièges. Le Rassemblement national, 20 à 40. Alors voilà, il y a un paradoxe aussi qui est soulevé par ce sondage, c'est qu'effectivement, vous avez vu la domination probable de la République En Marche sur la future Assemblée, alors que 36% des Français dans cette même enquête souhaitent qu'Emmanuel Macron ne dispose pas d'une majorité, qui soit en fait confronté à une cohabitation. Campagne qui, au passage d'ailleurs, suscite globalement assez peu d'intérêt pour l'heure auprès des Français. Vous en avez que 55% qui disent la suivre, Adrien Matou. Qu'est-ce que ça nous dit cette photo-là ? Je me rappelle déjà que la majorité des Français ne souhaitaient pas un second tour Macron-Le Pen à la présidentielle, et c'est ce qui s'est produit. Je pense que c'est le jeu des institutions. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on essaie de trouver de l'intérêt à ces élections législatives en disant peut-être qu'il va y avoir un renversement, une cohabitation, etc. Mais maintenant, depuis l'inversion du calendrier électoral et le quinquennat, c'est quand même complètement installé que la présidentielle donne un effet de souffle tellement puissant qui démobilise les électorats des candidats qui ont perdu, et le président gagnant est vraiment favorisé. Et en plus, on peut rajouter à ça d'autres facteurs qui sont plus spécifiques à Emmanuel Macron. C'est une force centrale ou centriste, selon la manière dont on voit les choses, ce qui encourage vraiment des regroupements au second tour d'électorats qui vont être défavorables aux opposants. On peut voir que Marine Le Pen est complètement démobilisée. Ses récentes déclarations, on a l'impression que ça l'intéresse à peine, les législatives. La droite LR a fait une très mauvaise performance à la présidentielle, et puis en plus elle est en phase de recomposition. Entre 50 et 70 sièges pour cette droite LR. C'est pas mal. Ah bah oui, ce serait très honorable. En tout cas, ça leur permet pas de... Ce serait conservé entre la moitié et les 2 tiers du groupe actuel. Voilà, mais comme on le voit, c'est plutôt une ambition de conservation des sièges que de conquête.
Et s'agissant de la gauche, le problème de la gauche, c'est notamment que ses votes sont très concentrés. C'est un petit peu l'effet d'avoir un électorat extrêmement urbain. Vous faites un score très élevé sur des circonscriptions, mais le problème c'est que pour les législatives, il y a 577 circonscriptions et c'est impossible a priori pour la gauche de gagner un nombre majoritaire de députés. Moi, ce qui me frappe, c'est la symétrie dans la dramaturgie entre la présidentielle et les législatives, avec d'un côté l'illusion d'une victoire de Marine Le Pen, c'est-à-dire, attention, Marine Le Pen peut gagner et le rempart qui se fait face à elle, alors que sa victoire était improbable. Mathématiquement, elle avait une chance sur 100 de gagner. Et là, l'illusion d'un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Alors que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre et que la NUP, je ne sais pas comment on le prononce, c'est une des grandes questions du moment, n'aura pas de majorité. Et mais tout de qu'est-ce même, que Vincent, ça nous indique? C'est une résurrection de la gauche, 135, 165 sièges par rapport à l'Assemblée actuelle. C'est une résurrection. Oui, mais si c'est la résurrection d'un bloc d'opposition ou d'une force tribunicienne à gauche, comme il y en a une à droite, sans possibilité d'alternance, c'est démocratiquement peu finalement intéressant. Et ça pose deux questions. La première, c'est quelles seront dans les années qui viennent les possibilités d'alternance, puisque le principe de la démocratie, c'est pas d'avoir deux forces qui sont disqualifiées par principe pour le pouvoir et de toute façon qui n'y accéderont pas, une force centrale qui se partage le pouvoir pour 10 ou 15 ans. Ça, c'est pas possible. Et la deuxième, c'est le silence assourdissant des républicains, et notamment des républicains qui n'ont pas fait le choix de s'allier à Emmanuel Macron et qui devraient dès maintenant proposer une perspective politique, pour le coup d'alternance, en essayant sur l'Europe, avec les déclarations qu'a fait Macron hier, sur la sécurité, avec les défaillances du pouvoir en place, sur l'école, avec le bilan catastrophique des 5 dernières années, faire une proposition politique qui soit une proposition politique d'alternance et pas simplement une proposition politique de conservation de sièges, de force d'appoint ou de territoire et de concertation, comme ils le répètent sans cesse. Et là, on ne les entend pas. Je ne sais pas où est Laurent Wauquiez, je ne sais pas où est David Lisnard. Tous ces personnalités-là, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Et il me semble que là, c'est le moment pour eux. Enfin, c'est nécessaire pour la démocratie que cette force existe. À gauche, on a cru croire qu'il y aurait une force social-démocrate, et le talent de Jean-Luc Mélenchon a fait qu'il a composé ce conglomérat qui tiendra ou qui tiendra pas, mais qui fait que pour le coup, l'équivalent de ce que LR peut faire à droite, à mon avis, à gauche, là, c'est pour le moment, il n'y a plus d'espace. Alors c'est vrai, on a bien saisi que cette élection présidentielle a consacré une sorte de rétrécissement du domaine du politiquement respectable autour d'Emmanuel Macron dans un grand centre, effectivement, alors pas hégémonique, mais c'est vrai que structurellement suffisamment dominant pour conserver le pouvoir peut-être pour des décennies. J'exagère, Adrien Matou, mais c'est vrai que la configuration actuelle montre ça, et l'impossibilité de l'alternance est bien expliquée à l'instant par Vincent Trémollet de Villers. Mais quand on regarde la gauche, par exemple, vous suivez ce qui se passe actuellement à gauche, cette affaire Taha Bouaf, par exemple, on voit qu'il a été donc sorti des législatives. Il devait être un candidat à Vénissieux. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un souci d'une certaine respectabilité aujourd'hui dans l'Union populaire emmenée par Jean-Luc Mélenchon, Adrien Matou? Moi, j'avais été le premier étonné quand même de voir l'investiture de Taha Bouaf, parce que c'est quand même une personnalité extrêmement controversée, y compris à gauche. Pour le coup, c'est pas juste quelqu'un qui horrifie la droite. C'est quelqu'un qui, de par ses positions sur les sujets de laïcité dont a parlé Vincent, de par même ses pratiques personnelles de la politique, fait vraiment parler et pas qu'en bien. Donc ça m'avait vraiment surpris. Et là, il semblerait qu'il soit amené à se retirer. Mais ce qui m'étonne encore plus, c'est que c'est pas en raison de ses positions, justement, par exemple sur le sujet de l'islamisme, ça n'a pas posé problème à la gauche de l'investir en sachant son pédigré sur ces questions-là. Alors, c'est quand même extrêmement étonnant. Alors justement, pourquoi est-il retiré de la course? Moi, le Figaro avait écrit d'ailleurs, il y a une contradiction de la France insoumise qui soutenait le fait d'interdire à un candidat de se présenter s'il a été condamné à propos d'Éric Zemmour au mois de décembre. Et quand j'ai mis la contradiction sous le nez d'Alexis Corbière, c'est là qu'il s'est emporté. Mais je ne pense pas que ce soit ça la raison pour laquelle aujourd'hui Taha Bouaf est évacué. Lui dit qu'il se retire de son plein gré parce qu'il est lassé du harcèlement dont il fait l'objet. On peut quand même admettre qu'il doit recevoir pas mal d'insultes, de mises en cause, etc. qui lui pèsent.
Bon, il y a des rumeurs sur des affaires de mœurs. Après, moi, je ne veux pas me prononcer sur des choses qui ne sont pas encore publiques. Voilà, c'est des rumeurs qui circulent. On peut aussi penser, mais alors là, encore une fois, c'est une hypothèse. Est-ce que des cadres de la France Insoumise lui ont dit « Écoute, tu devrais te retirer » en voyant le traitement médiatique défavorable, mais il devait s'y attendre. C'est ça qui est un petit peu étrange dans cette histoire. Et en fait, on a l'impression que les contradictions de la gauche, notamment sur la question de la laïcité, bon là, c'est la plus évidente, éclatent un peu à la figure pendant cette campagne des législatives. Et on voit que cette notion qui n'existe pas pour ceux qui la pratiquent d'islamo-gauchisme est quand même une réalité politique et c'est aussi une réalité électorale. On l'a vu quand on étudie les bureaux de vote lors du premier tour de l'élection présidentielle. Et moi, ce qui me frappe, c'est que dans la critique très forte et très vigoureuse du mélenchonisme, notamment de la part du bloc central, c'est l'absence de réformisme, c'est la remise en cause des traités qui sont en général avancés et très peu parfois, mais très peu, cette question de la laïcité qui pourtant, si on veut tracer des lignes républicaines et savoir si on les franchit ou pas, là on y est quoi. C'est-à-dire que c'est une autre vision de la République, c'est une vision communautariste qui n'est pas celle de la tradition française et je trouve qu'il y a une forme d'aveuglement ou d'indulgence ou d'indifférence vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon qui contraste extraordinairement avec la vigilance pointilleuse que l'on a pu voir de l'autre côté du spectre politique dès que le Rassemblement national ou Éric Zemmour a prononcé une phrase qui aurait pu sortir du cercle républicain dont les contours sont toujours encore un peu difficiles à définir. Alors vous parlez d'Éric Zemmour, a priori c'est mal engagé pour son camp pour reconquête aux législatives. Quant au Rassemblement national, alors vous disiez Adrien Matou, elle donne l'impression d'être déjà en vacances, Marine Le Pen d'être déjà battue. Peut-être je vais commencer par Vincent. Est-ce que vraiment vous pensez cela? Parce que malgré tout, vous publiez un grand papier ce matin pour expliquer qu'il y a quand même une trentaine de circonscriptions qui sont jugées prioritaires, en tout cas tout à fait gagnables. Relativement à nos 20 à 40 sièges estimés par Opinionway, c'est quand même une belle entrée, une belle montée en gamme pour le Rassemblement national. C'est 7 députés aujourd'hui. Oui, c'est 7 députés, il y en avait 30 en 1986. Oui, mais à la faveur de la proportionnelle. À la proportionnelle, mais bon, pour une force politique qui a fait 7 ou 8 présidentielles, qui réunit 42% des suffrages et qui à la fin triomphe parce qu'on a un groupe parlementaire à 16 ou qu'on arrive à 30 députés et en se plaignant du mode de scrutin, alors que ce mode de scrutin est connu, accepté et qu'on peut s'organiser pour, moi non, ça n'est pas une performance politique et ça continue à montrer l'extraordinaire stérilité de la force politique et le Rassemblement national, c'est-à-dire une capacité de mobilisation de millions et de millions d'électeurs avec ensuite une réalité politique très pauvre, que ce soit dans les collectivités locales, que ce soit à l'Assemblée nationale et puis alors que ce soit dans l'exercice propre du pouvoir, puisque jamais ils n'y sont parvenus. Donc cette forme de parti des perdants qui assume la défaite comme un principe constitutif, on va voir aussi dans les 5 années qui viennent si ça va se prolonger ou si ça va se déliter. Et finalement pour le RN, c'est un peu comme pour la gauche, à savoir un problème d'homogénéité sur le territoire. Elle est absolument pas là. C'était un vote concentré sur certaines zones, exactement comme la gauche. Oui, un vote rural, là où le vote de gauche est plutôt un vote urbain. Oui. Après, là, je pense qu'il y a encore des problèmes supplémentaires qui s'ajoutent pour le RN qui souffre du stigmate d'extrême droite, voilà, on peut être d'accord ou pas, qui manque de crédibilité. Oui. Après, la gauche, là, a d'autres problèmes, mais on constate quand même que Mélenchon, qui a fini derrière Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle, a réussi beaucoup mieux et beaucoup plus à enclencher une dynamique en sa faveur. La transition vers les législatives, effectivement. Et c'est François Ruffin, au sein de la France Insoumise, qui se préoccupe beaucoup de ce problème de quasi-absence du vote insoumis dans des zones où le Rassemblement national, inversement, est extrêmement fort. Et l'absence de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée est aussi une question qu'il faudra creuser, parce que c'est tout à fait étonnant qu'avec le souffle et l'élan qu'il a lancé, il n'aille pas, lui, en première ligne, notamment avec ses capacités tribuniciennes qui, à l'Assemblée, lui auraient permis de faire beaucoup de choses. Eh ben, on en reparle à ce micro. Merci beaucoup tous les deux. Adrien Matou de Marianne, Vincent Trémollet de Villers du Figaro. Bonne journée à tous les deux.